invité a changé de position puisque nous allons accueillir sur le plateau Hugo Décrypte. Vous le savez, vidéaste depuis 2015. Il vulgarise les sujets d'actu via différents formats YouTube. Deux chaînes actuellement, une chaîne pour les grands formats et une chaîne pour l'actualité du jour de lundi au vendredi. Bonjour Hugo, comment vas-tu ? Bonjour à tous, très bien et vous ? Un homme qui n'a pas le temps, occupé dans le speed aujourd'hui, étant donné l'actualité qu'il y a, tu as beaucoup à faire en ce moment. C'est un peu chargé là. En plus, en fait, on a tourné quasiment toutes les interviews des candidats pour la présidentielle là, dans le mois de février. Formidable. Donc c'était un peu chargé. Et puis après, forcément, l'actualité avec l'Ukraine notamment en ce moment est plutôt chargée. Donc il y a pas mal de choses, mais voilà, on tient le coup, ça va. On va revenir évidemment avec toi à la fois sur le contenu que tu produis aujourd'hui, ces interviews de candidats, comment ça s'est passé, etc. Comment est-ce que tu as fait, comment tu fais pour respecter le temps de parole, comment est-ce que tu te considères en tant qu'entité. C'est Nanix et Sunday qui ont préparé tout un tas de questions à la fois sur ton parcours et sur ce que tu fais aujourd'hui, et TPK qui a une interview ping-pong au milieu de cette interview. Je vous invite à commencer, Sunday, pour apprendre à mieux connaître Hugo ici. Commençons par le commencement, Hugo. Je vais te ramener un petit peu en arrière. Avant de lancer ta chaîne Hugo Décrypte, qu'est-ce que tu faisais ? Quelles étaient tes études, ton parcours ? Qui étais-tu avant tout ça ? Alors, moi, avant de lancer ma chaîne, en fait, j'ai lancé ma chaîne quand j'ai commencé mes études. Et avant ça, j'étais au lycée, du coup, assez logiquement. Et ça faisait longtemps quand même que j'avais un intérêt pour l'actualité, pour tout ça. J'ai notamment lancé un site internet qui s'appelait Radio Londres, où j'écrivais des articles sur l'actualité avec d'autres gens un peu partout en France. Et du coup, ça remonte quand même à quelques temps. Et même si je vais un peu plus en arrière, j'avais un autre site sur le sport quand j'étais au collège. Enfin, c'est peut-être un peu bizarre du coup de ce point de vue-là, mais genre depuis très collège-lycée, je commençais à faire des trucs. Et du coup, j'ai fait collège-lycée assez classique et je suis arrivé après pour commencer mes études et en parallèle, j'ai lancé cette chaîne YouTube, quoi. T'as toujours eu envie d'être éditorialiste / journaliste finalement ? Ouais, journaliste, franchement, ça fait bien longtemps que c'est présent et ce qui est marrant, c'est que parfois, c'est des trucs que tu vois avec le recul. C'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans, je me disais pas je veux être journaliste. Par contre, avec le recul, quand là, je retrouve des vidéos de moi à 12-13 ans qui faisaient une sorte de mini-JT avec mon frère. Il y avait quand même il y avait le fameux. Donc non, ça, forcément, quand tu retombes des images là-dessus, tu te dis bon, ça faisait quand même quelques temps que tu avais cet intérêt pour l'actualité, pour le journalisme et tout. Donc c'était présent depuis assez longtemps, quoi. Vraie vocation. Une appétence, ouais. T'es pas tombé dedans par hasard. Hugo, pourquoi ce choix de nom Hugo Décrypte, tout simplement ? C'était assez simple. On cherchait un truc à l'époque, on s'est pas trop pris la tête, qui juste expliquait, qui faisait comprendre qu'on expliquait l'actualité sur la chaîne. Et du coup, c'était le mot décrypter. Alors aujourd'hui, il est beaucoup utilisé, mais à l'époque, c'était pas trop utilisé. Et je trouvais ça bien sur le côté. En fait, l'idée aussi, c'est de faire comprendre l'actualité, qui parfois est pas claire. Parfois, quand on parle de sujets politiques ou autres, ça peut être un peu dur à saisir. Et donc, c'était l'idée de se dire, on va rendre ça clair. Et après, c'est marrant parce que dans le travail qu'on fait aujourd'hui, le travail journalistique, il y a plein de formes différentes. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des formes de résumé d'actualité, c'est un truc. Il y a des formes d'interview, c'est encore autre chose. Il y a des reportages qu'on fait, c'est encore autre chose. Et à ce moment-là, c'est à chaque fois des approches du journalisme qui sont différents. Mais le point commun, c'est cette volonté de rendre clair et rendre accessible. Et du coup, à l'époque, je me suis dit, vas-y, go là-dessus. D'avoir Hugo vulgarise. Hugo vulgaire. Hugo analyse, Hugo explique, Hugo machin. Vas-y, ça parle là-dessus. Est-ce que sur YouTube, tu es le Hugo originel ? On a Hugo Hugo délire, Hugo lisoire, Hugo tout seul, Hugo tout seul, Hugo in shape, bien sûr, le fameux. Il y en a beaucoup. Non, en vrai, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi. Faudrait déjà faire une analyse. on va dire que Hugo est un nom assez populaire quand même, et commun. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais c'est en vrai le genre de petite vanne qui ressort en permanence. Le petit Hugo tout seul, j'en ai tout le temps eu le droit. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Je pense pas que l'original ou le principal. Je suis loin d'être le premier. T'es loin d'être le premier Hugo quelque chose. Ouais, effectivement. Il y en a eu d'autres. Dans ton domaine ? Dans mon domaine, par contre, non, je suis un peu tout seul. Il n'y a pas d'autres Hugo sur le sujet politique comme ça. Hugo Boss, c'était avant, c'est vrai. Quelque part, j'avoue. On continue, Nanix. Oui, Hugo, du coup, tu as choisi de vulgariser, toi, l'actualité, comme tu disais, parce que depuis très jeune, c'est une notion, pas une discipline, mais c'est un domaine. Un domaine, un thème qui te plaît, qui te passionne. Mais c'est pas forcément un thème qui passionne toute la jeune génération. Ouais. Pourquoi choisir de vulgariser cela, sachant que ça n'est pas forcément
de prime abord intéresser tout le monde, finalement, tu as réussi quand même à le faire. Bah, déjà, je pense parce que moi, ça m'intéressait. Donc, je n'allais pas parler d'un sujet qui me plaisait pas sous prétexte que c'était un sujet qui plaisait aux jeunes. Et moi, Ok. c'est vrai que c'est vraiment le truc qui me passionnait. Et surtout, dès le début, moi, j'étais assez persuadé que, en vrai, ça intéresse notre génération. C'est-à-dire que oui, quand on se dit politique et qu'on parle d'une réforme, voilà, on va peut-être pas, c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais quand on parle de sujets politiques comme la présidentielle en ce moment, ou comprendre ce qui se passe en Ukraine, ou même sur le Covid, comprendre vraiment ce qu'il en est et tout, en vrai, je pense que ça parle à tout le monde. Enfin, ça parle quasiment à tout le monde, ne serait-ce que parce que ça nous concerne directement dans notre quotidien d'une façon ou d'une autre. Là, ce qui se passe en Ukraine, ça a un impact sur, je sais pas, le prix des carburants, sur le gaz, sur la mobilisation potentielle de l'armée française. Enfin, et au-delà de ça, on peut se sentir intéressé par des choses qui ne nous concernent pas directement. Et moi, je le vois d'ailleurs même dans les contenus qu'on fait, les sujets internationaux sont les sujets qui intéressent le plus, Ouais. y compris Ouais. quand il n'y a pas de lien avec la France, tu vois. Et je trouve ça bien. Donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt en fait des jeunes pour l'actualité. Et le gros du truc, c'est du coup comment parler de ces sujets-là et comment faire en sorte d'avoir un contenu qui intéresse, quoi. Et en vrai, moi, je le fais, mais il y a plein d'autres gens qui le font. Il y a des médias, il y a plein de gens qui essaient de le faire. C'est Mais pas la même approche aussi. c'est pas la même approche. C'est ça. Non, mais clairement. Mais tu vois, je pense qu'un bon exemple de ça et qui montre que parfois c'est une question d'approche. Arte, par exemple, ok, c'est une chaîne de télévision qui maintenant est sur YouTube. Leurs docus, ils sont suivis par plein de jeunes. Ouais. C'est Et vrai. de façon assez massive, ce qui montre qu'il y a un intérêt déjà pour ces sujets-là qui sont traités sur ces docus, qui sont souvent des sujets politiques ou culturels ou autres. Par ailleurs aussi sur du temps long, parce que tu vois, Arte, c'est genre des docus de... parfois ça peut faire, c'est normal, c'est 52 minutes, une heure, C'est ça, n'importe. 50 minutes, une heure. Ouais. Ouais, et donc ça prouve qu'il y a un intérêt, je pense, des jeunes pour l'actualité. En fait, ce qui change, je pense que oui, aujourd'hui, il y a très peu de jeunes, beaucoup moins de jeunes qui veulent s'engager dans un parti, militer. Ça, c'est clair que ça a évolué. Pareil, les syndicats, il y a quand même moins d'adhésion qu'il y avait avant. Pour autant, je pense qu'il y a un intérêt, mais qui passe, et même une mobilisation qui passe par d'autres choses, un engagement, je sais pas, pour des causes, l'environnement, d'autres sujets comme ça. Et en vrai, ouais, moi, ça m'a pas trop étonné quand la chaîne a commencé à grandir, parce que depuis le début, je me disais, mais en fait, on est intéressé par l'actualité, et c'est plus une question de contenu à faire, du coup, pour en parler, quoi. De format, ouais. Exactement. Ouais. Mm. YouTube met en avant beaucoup les contenus liés à l'actualité ces derniers temps. Eux, je crois qu'ils ont une rubrique sur YouTube où ils mettent un. Je sais Ouais, pas si vous le voyez. dans un encart Ouais. actualité. Nous, Ouais. je crois pas qu'on soit dessus, mais il y a pas mal de médias qui sont présents dessus. Je pense que eux, il y avait aussi une volonté affichée de leur part de se dire, on va faire en sorte de mettre en avant des sources qui se veulent plus fiables face à pas mal de fausses informations ou autres qui peuvent circuler sur YouTube. Moi, je suis pas sur ce truc-là, donc j'avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, en vrai. Enfin, sur YouTube, on avait pendant assez longtemps des problèmes de monétisation, notamment sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Globalement, franchement, toutes nos vidéos quasiment sont monétisées aujourd'hui. Tu vois, après, il y a des périodes, genre le Covid, par exemple. Au début, toutes nos vidéos étaient démonétisées. Et donc, on sait, il y a toujours des incertitudes sur qu'est-ce que ça occasionne, sur l'algorithme, au-delà de la monétisation, mais sur Ouais. la visibilité Ouais. des vidéos. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Enfin, là, nos vidéos, généralement, sont monétisées, malgré les sujets sensibles qu'on traite. Après, on fait bien gaffe, quand même, en termes de... les petites étoiles à la place des mots sensibles sur les titres et tout, ça, on le fait encore, parce on sent que l'algo reste assez pointilleux, quoi. On va revenir un peu là-dessus sur le business model en tant qu'éditorialiste et comment est-ce qu'on gère évidemment à la fois l'actualité et les sources de revenus. Sunday pour la prochaine question. Oui, souvent, tu sais, quand tu es créateur, tu as surtout de l'ampleur de ta chaîne, tu as souvent un peu des événements qui font que tu passes un palier, tu passes un palier, tu passes un palier. Tu as mentionné le Covid. Est-ce qu'il y a des événements particuliers, toi, qui ont fait cette croissance de ton contenu? Lesquels? Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Je pense que globalement, quand même, quand tu es sur YouTube, il n'y a pas un truc qui te fait vraiment exploser, si ce n'est... Moi, dans mon cas, il y a eu le passage chez Doc7 en 2015-2016. Je pense que tout le monde connaît Doc7 ou pas, d'ailleurs, je sais pas. Mais donc, un YouTuber de vulgarisation où, en fait, il laissait d'autres YouTubers se présenter en intro de ses vidéos pendant très longtemps. Et moi, j'avais envoyé du coup une présentation de ma chaîne en me disant peut-être que avec un peu de chance ça passera. Et un jour je reçois un mail du coup de Doc7 qui me dit trop bien, bravo pour ta chaîne, je vais faire en sorte de te faire passer dans une vidéo bientôt.
sans me dire de date. Donc il y a un peu ce petit stress de genre, est-ce qu'il va vraiment le faire? Quand est-ce qu'il va le faire? Quand est-ce- Et c'est ça, le fameux jour, parce que là j'avais peut-être 10 000 abonnés à l'époque, donc, Oui, donc c'était genre encore, au tout début, enfin au début de la chaîne, quoi. Ouais. Et en gros, je sais plus, c'était en plein mois d'août, je crois. Ouais, je suis même sûr. D'un coup, je reçois une notif qui dit qu'il y a une nouvelle vidéo de Doc7. Je me dis, est-ce que c'est moi? Ça faisait 2-3 fois que c'était pas moi. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'en fait, il a oublié, et tant pis. Et là, je vois une vidéo qui présente en fait ma chaîne, quoi. Ouais. Et je vois qu'en 24 heures, la chaîne passe de, je crois, 15 000 à genre 60 000 abonnés. Ah, donc ça a été, Ah, été un c'est- bond Ouais. gigantesque. C'est ça. C'est énorme. Et donc pour moi c'était ouf quoi. C'est-à-dire que forcément et c'est même super motivant parce que tu te dis un youtubeur que toi tu kiffes regarder, ah bah c'est ça, ouais. Un youtubeur que tu kiffes regarder présente ta chaîne Ouais. en termes Il y de a une motivation, fierté. ouais ça, il y a une vraie fierté de se dire vas-y trop cool quoi. Et non vraiment je le remercie mais on est encore en contact aujourd'hui parce que c'est en vrai le genre de truc qu'on réalise pas quand on est peut-être un gros créateur plus installé et tout, mais un petit coup de pouce comme ça peut vraiment booster un youtubeur et c'est super important quoi. Ça c'est vrai, Ouais. ça c'est vrai. Difficile d'exister tout seul Ouais. en bas. Ça a été le premier, du coup, un peu kick vers, Ouais. vers ta chaîne. Je pense Est-ce qu'il y a eu ça, et puis d'autres, après, en vrai, ça a été assez progressif. Après, je pense que beaucoup de gens, on est rentré disons, dans le quotidien de beaucoup de gens pendant le Covid parce Ouais. que c'était une période où déjà nous, on a changé ce qu'on faisait. On s'est mis à faire une vidéo par jour, alors qu'avant, on en faisait une par semaine en gros. Mhm. Avant, en fait, on avait un format des actus de la semaine. Et au début du Covid, je m'en souviens, j'ai dit à mon équipe, en fait, c'était genre 3 jours, je crois, avant le confinement. Et je leur dis, les gars, là, il y a tellement d'infos, il y a tellement de trucs que si on fait un truc d'actu de la semaine sur YouTube, genre à peine on aura diffusé que ce sera dépassé. Enfin, Ouais. c'est bizarre. Oui, oui, oui. Et autant sur Instagram, on avait déjà notre contenu Insta qu'on fait quotidien d'actu. Autant sur YouTube, je me disais, mais ce serait bizarre qu'on fasse qu'une vidéo par semaine vu toutes les informations qui méritent d'être expliquées et tout quoi. Et mon équipe, genre était en mode mais une vidéo par jour, ça paraît quand même complexe, tu vois, parce que et les gens peut-être on avait peur que ça les lasse, et on se disait nous même pour tenir un peu tout ce taf là, ça va être assez immense. Et au final, on l'a fait. Au début, c'était un peu compliqué parce que genre on finissait les vidéos super tard. Enfin bref, on était Ouais. pas bien rodés. Ouais. Il y avait des lives Ouais. aussi. Il y a des T'avais lives fait aussi des lives, il ouais. me semble, à ce moment-là. Exactement. C'est là aussi que je me suis lancé sur Twitch pendant le confinement, le tout premier. Mhm. Et au final, on a fini par trouver le rythme. Et aujourd'hui, ce format, avant, s'appelait le point coronavirus. Parce qu'il y avait, en vrai... Il y avait que ça à parler. c'était genre, ça, Bonjour. enfin, aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut revenir Faut en se remettre, 2020. La période ouais, était quand même très, très c'est- différente. Et d'ailleurs, même si on n'avait pas on faisait quasiment pas de tests et tout à l'époque, de fait, la situation d'un point de vue de l'épidémie était beaucoup plus grave qu'elle ne l'est évidemment aujourd'hui. Et du coup, on s'est mis à faire une vidéo par jour. Et ensuite, quand on est sorti du premier confinement, je me suis dit, autant le continuer. Par contre, on avait déjà commencé à parler d'autres actualités parce qu'il n'y a pas que le Covid et le monde continue à tourner en parallèle. Et voilà quoi. Alors aujourd'hui, Ouais. tu parles au pluriel, hein, tu dis mon équipe Ouais. exactement. Vous êtes combien à gérer Hugo Décrypte? Plusieurs chaînes YouTube, tu es sur quasiment tous les réseaux sociaux, même TikTok, on Et rappelle. Snap, même, Twitch, depuis quelques et jours, Snap je l'ai même pas dit, je crois, depuis publico, mais- quelques jours. Voilà. Il est évidemment, Le mec est sur Snap. L'annonce pour le premier. il est évidemment impossible de faire tourner ça tout seul. Ouais. Aujourd'hui, tu t'es entouré d'une véritable équipe éditoriale finalement. Ouais, il a fallu, et heureusement d'ailleurs. En fait, déjà dès le début, j'étais pas tout seul et j'ai toujours eu ce réflexe de dire on parce que je sais pas, je sais que je suis pas seul et c'est bizarre de dire quand on parle d'un truc, on est plusieurs. Mhm. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, autant certes, je sais pas, je vais croiser des abonnés ou quoi, ils vont dire ah, c'est Hugo Décrypte, mais en réalité, moi, Hugo Décrypte, ça a jamais été mon nom à Ouais, moi c'est ou l'équipe, quoi. Ouais, un nom ouais. de pseudo que je voulais incarner. C'est le Complètement. nom d'un média aujourd'hui en C'est ça, réalité. Ouais. c'est ça. Et certes, c'est moi qui présente et tout, mais on est une équipe derrière. Et je pense que les gens le savent parce que on signe sur Insta, par exemple, c'est signé par les gens qui écrivent les contenus. Enfin, je veux dire, on le cache pas non plus, quoi. Ouais, la question de l'équipe, au bout de 3-4 ans sur la chaîne, j'ai eu mon premier salarié qui est un journaliste, Benjamin, qui est encore dans l'équipe aujourd'hui. Qui est journaliste? Tu es journaliste toi-même ou pas? Qui est, moi, clairement, on fait du journalisme. Enfin, moi, je fais du journalisme aujourd'hui, c'est dans le travail qu'on fait là. La particularité, c'est que j'ai aussi plusieurs casquettes parce que je suis journaliste, mais dans mon propre média, donc j'ai Ouais. aussi cette casquette-là, avec tout ce que ça implique derrière. En termes de recrutement d'équipe, c'est à moi de le faire. Un journaliste, c'est pas lui qui recrute Ouais. ses collègues, quoi. Donc, C'est vrai, Pas c'est vrai, en c'est même vrai, temps, c'est c'est vrai. vrai. C'est ça. C'est ta propre entreprise de presse quelque part. Exactement. Et du coup, ça fait qu'il y a cette double casquette. Mais on fait évidemment du journalisme aujourd'hui. Quand on fait les interviews, c'est du journalisme, du reportage. Tous nos contenus, c'est du journalisme. Et du coup, il y a eu un premier gars dans l'équipe, Benjamin, avec qui j'ai pu commencer à faire des reportages. Enfin, on a pu faire déjà plein de choses que je pouvais pas faire avant. Avec au passage un truc assez drôle, c'est que
quand je l'ai recruté, en fait, lui était du coup salarié au sein de l'équipe, mais moi j'étais encore étudiant. Et en fait, on avait c'était trop bizarre parce que lui, du coup, bossait plus que moi sur la chaîne parce que j'avais des cours en fait, donc mes journées étaient remplies par d'autres choses aussi. Il était un peu tout seul la journée et du coup moi j'arrivais, on avait trouvé une sorte de local d'un truc d'une asso qui pouvait nous prêter de la place, enfin bref, juste à côté de mes études et du coup vraiment je faisais des allers-retours entre deux cours juste pour le voir, pour dire ouais tout se passe bien et tout et avancer sur des choses et je repartais en cours et ça faisait des allers-retours comme ça toute la journée et puis au fur et à mesure on a enfin ça a grandi et là on est une quinzaine du coup à temps plein. Une quinzaine à temps plein, mais Donc, c'est presque plus que la rédaction du stream, quoi. C'est un truc de malade. Ouais, il y a du monde, mais c'est normal. Hein, et que, comme tu le disais, il y a tellement de choses en fait qu'on fait aujourd'hui. Là, juste après cette émission, je vais aller du coup au bureau pour tourner les actus du jour qu'on fait sur YouTube. Bien sûr. On fait des trucs sur TikTok chaque jour. On a une émission sur Twitch chaque mercredi. Le truc sur Snap qu'on a lancé. Tous les reportages qu'on va faire là. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses, donc forcément, faut des gens. Quoi. Sunday. Oui, tu as parlé du coup de staff d'équipe que tu as complété, tu as parlé de changement de format. C'est quoi un petit peu les choses que tu as fait pour accompagner la croissance genre énorme et hyper rapide de ton média, quoi, finalement? En fait, déjà, la vraie difficulté, je pense, pour tous les youtubeurs, c'est d'arriver à déléguer. C'est-à-dire de se dire, en fait, si je veux faire plus de choses, c'est un choix. Hein. Certains se disent, moi j'ai plein de youtubeurs qui aiment bien eux-mêmes gérer le montage, eux-mêmes tout gérer, et ils sont très contents pendant ça. Et c'est là où c'est un choix personnel de chacun de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux moins faire. Dans mon cas, je sais que le montage, ça m'a jamais plu. Ça a toujours été genre... voilà. TPK. Écoutez, 10 ans de montage, j'en ai ras l'oignon. Moi, j'ai toujours... D'ailleurs, en 2018, j'avais fait un tour du monde où je faisais des reportages pendant un an, et je faisais moi-même le montage de toutes ces vidéos. Et vraiment, je ne pouvais plus, quoi. Enfin, je sentais que j'étais pas bon. Ça me plaisait pas. Enfin bref, il n'y a rien qui allait. Et en fait, c'est là où tu te dis, bon, bah, si toi, tu veux vraiment, il y a des choses que tu aimes moins faire et que tu veux peut-être développer d'autres choses, bon, bah, tu as 24 heures dans une journée, il faut que tu fasses des choix. Et moi, c'était un des premiers trucs de me dire, vas-y, il faut que j'ai un monteur pour m'épauler sur des choses. Puis là, il a fallu que j'ai un premier journaliste pour m'aider à faire certaines choses. Et en fait, j'arrivais à un moment où c'était en peut-être 2017, où je faisais tout. Donc, je faisais écriture, tournage, montage, post Insta. Enfin, je faisais l'intégralité de tout ce que je mettais sur Godécrypt. JRIM. Ouais. Sauf qu'en fait, je pouvais plus, quoi. J'étais en mode... et surtout, est-ce que vraiment c'était... Enfin, moi, je sais pas, les contenus sur Insta, moi, je sais forcément très bien les faire parce que c'est moi qui ai pensé le concept au départ de ce que je voulais faire. Mais il y a d'autres gens au sein de l'équipe aujourd'hui qui savent très bien le faire. Et du coup, je veux dire, ma valeur ajoutée, je peux aller faire d'autres choses aussi, quoi. Et c'est là où progressivement, du coup, l'équipe a grandi. Il faut du coup savoir faire confiance aux différentes personnes. Tu parlais de tes études. Qu'est-ce que tu as fait après le bac? J'ai fait Sciences Po à Paris. J'ai fait 5 ans là-bas. Et du coup, j'ai fait 5 ans à Sciences Po Paris. Après, j'ai continué. Un passage nécessaire lorsqu'on veut faire justement du journalisme? Non, je pense pas. Je pense pas. D'ailleurs, le journalisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en soi personne qui peut te dire si tu es journaliste ou pas, et si tu dois ou peux faire du journalisme ou pas. Il y a souvent un gros débat, journaliste, pas journaliste, qu'est-ce qui définit un journaliste, qu'est-ce qui définit pas un journaliste? Est-ce que nous, ici au Lunch Play, on est journaliste? Est-ce qu'on fait un travail journalistique? On décrypte l'actualité tous les jours? Oui, non, j'ai pas de carte de presse, tu vois, toi non plus probablement. J'en ai pas non plus, enfin pas encore. Là, on devrait les avoir très bientôt, mais pas encore. Ah oui, d'accord, tu cherches à l'obtenir quand même. Ouais, on va avoir le statut là, de groupe de presse en ligne, a priori. Là, ça ouvre des portes, la carte de presse? Déjà, les journalistes sont contents de l'avoir. Quand eux ont fait des écoles de journalisme, parfois ils sont passés par d'autres médias, ils sont contents d'avoir une carte de presse. Je pense aussi qu'il y a une réduction d'impôt qui existe aussi pour les journalistes. Le truc intéressant, c'est le rabattement fiscal du statut de journaliste. J'attendais que ce soit dit parce que ici. Faut qu'on en discute. En vrai, c'est pas la carte qui m'importe. C'est plutôt ce rabattement. Les éternels gratteurs. Il y en a ici qui ont leur carte de presse. Je peux te dire que c'est bien l'abattement. Après, t'as le côté avantage musée, les ouvertures en fait que tu peux avoir. Quoi qu'il arrive, Sciences Po t'as pas spécialement aidé dans ce travail-là en fait. Franchement, je pense que si, ça m'a aidé. Maintenant, je pense pas que ce soit un prérequis ou un truc nécessaire. Et en vrai, le débat sur le journalisme, il est passionnant, tu vois. Enfin, le journalisme, c'est pas une façon de faire, c'est pas un seul truc. Il y a notamment souvent le débat sur le côté des journalistes neutres, pas neutres, je sais pas quoi, ce qui pour moi n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que pour moi, tu as des journalistes qui assument d'avoir un vrai parti pris sur des sujets, mais qui pour autant, je pense, font du journalisme, tu vois, et qui prennent position sur plein de sujets, y compris publiquement, mais qui en fait, quand ils font leur travail journalistique, ils le font comme tout journaliste. Et certes, ils ont leur point de vue, leur angle, mais journaliste ne veut pas forcément dire personne qui serait neutre ou un robot qui se donnerait de la faute, parce que de fait déjà ça n'existe pas, personne n'est neutre, donc déjà faut mettre fin à ce truc là. Et par ailleurs
Ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça beau aussi, du coup, d'avoir plein de façons de faire ce métier-là, et c'est cool. Du coup, comment tu définirais vulgarisateur et journaliste? Parce que moi, je sais que moi, je parle d'e-sport, Ken Mogard, on parle d'e-sport depuis des années, Nanix aussi. On a ce travail journalistique où finalement, en tant que commentateur, on va restituer l'information. Pour autant, j'ai du mal à me considérer comme un journaliste, même si le travail est là et la tâche est là. Donc du coup, je vais plutôt me positionner en tant que vulgarisateur. Est-ce que tu fais une vraie différence entre ces deux rôles? Franchement, non, mais c'est juste parce que justement, je ne pourrais pas donner une définition du journaliste ou une définition d'un vulgarisateur. Je pense que ce que vous faites là, franchement, c'est du journalisme. Si vous faisiez la même chose sur une radio, disons, ou même dans une chaîne de télé, je pense que les gens diraient que vous êtes journaliste. Le média est peut-être important pour statuer. Mais du coup, en soi, je pense que vous faites un travail journalistique quand vous préparez un sujet, que vous le présentez, que vous faites attention aux sources, que vous avez ces règles aussi de déontologie ou autre. Je pense que c'est du journalisme. Éditorial. Ouais, c'est ça. Donc, après, il y a une chose qui est, et je trouve que c'est ce que tu as réussi à faire. Nous, en école de journalisme, on nous disait toujours, c'est un média en constante évolution, c'est-à-dire que rien n'est jamais acté dans ce milieu. Et toi, tu es arrivé, typiquement, tu incarnes un média aujourd'hui, tu es un média web aussi, et c'est une des choses que la télé ne voyait pas vraiment arriver, ou voyait arriver en disant comment on va se placer justement au milieu de tout ça. Et genre, pour toi, aujourd'hui, c'est validé, c'est-à-dire que peu importe la plateforme sur laquelle tu te présentes, le support, finalement, c'est tant que tu partages de l'information et que tu la mets en avant et que tu... Mais c'est là d'ailleurs où en vrai, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est là aussi où le regard des gens, moi je le vois, a changé. Il y a peut-être 4-5 ans, enfin vraiment au tout début de ma chaîne, donc il y a 6 ans je crois maintenant, j'avais fait une conférence dans une école de journalisme que je ne citerai pas parce que c'est pas utile, mais une grosse école de journalisme. Le SLP. Le SJ, pardon. Avec en gros, j'étais avec Rémi Vizine, donc je sais pas si vous voyez, le journaliste de Brut. Ouais. Jean Massier qui a du coup la chaîne, qui s'appelle Jean Massier d'ailleurs. Celui qui s'appelle Jean Massier de la chaîne Jean Massier. L'Acropolis, mais ça a changé. Et quelqu'un d'autre, je sais plus qui était avec nous. Et on avait fait une conf devant des étudiants en journalisme. Ouais. Et à la fin de la conf, nous on avait juste dit ce qu'on faisait. Enfin bref, on était content de pouvoir parler de ce qu'on faisait, quoi. Et à la fin de la conf, il y avait une prof, qui j'imagine est journaliste aussi, qui avait pris la parole en disant en fait, mais vous êtes pas journaliste, le journalisme c'est pas ça, machin. Et déjà tous les étudiants étaient en mode mais quoi Incroyable. Déjà ils étaient pas d'accord avec le prof. Et il faut faire ça dans la vie, ça veut dire que. Et c'était assez étonnant. Et je pense que ça tient à quoi? Ça tient, comme tu le dis, à aussi des formes qui peuvent être différentes. Oui. Et le fait d'être sur YouTube, d'être sur les réseaux sociaux, c'est marrant. Parfois, il y a des parallèles qui se font, qui sont drôles. On a, par exemple, quand on est sur TikTok, je ne sais pas si on va en parler, mais on est beaucoup sur TikTok aujourd'hui. Ouais. Et on fait des vidéos qui vont durer en moyenne dans les 1 minute. Tu vois, 45 secondes, 1 minute. Avec un débit de parole qui est quand même assez vénère, parce que j'ai tendance à parler vite et encore plus sur TikTok. Et en gros, on a même encore aujourd'hui parfois quelques retours de journalistes qui sont en mode mais ça, est-ce qu'on peut vraiment dire des choses quand c'est aussi court, machin. Mais je suis en mode, mais vous regardez une chaîne d'infos qui fait un reportage ou qui fait un sujet, c'est genre 1 minute 30 parfois, avec un ton extrêmement lent comme ça. Et en 45-50 secondes, avec le débit de parole que j'ai sur TikTok, donc bref, tout ça pour dire qu'après, il y a plein d'autres questions, hein, mais le regard, le fait d'être sur les réseaux sociaux, je pense, change un peu la perception. Peut être parfois plus concis, en effet, qu'à la télé. Et puis la vidéo, avant, c'était un support aux articles, à certains types d'infos. Aujourd'hui, maintenant, la vidéo a pris une place hyper importante, prépondérale, j'ai envie de dire, si je peux me permettre. On peut faire sur Twitch ici, c'est un peu équivalent à ce qu'on faisait à la radio, dans les radios libres aussi à l'époque. On a juste le support visuel, mais quasiment toutes les radios se filment. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et vous pouvez même les retrouver en live sur YouTube tous les matins. Nanix, question. Oui, Hugo, du coup, tu fais beaucoup de choses. C'est assez flippant. Oui. En vrai, c'est assez flippant. Et tu l'as dit, en plus, avec 24 heures dans une journée, il faut faire des choix. C'est quoi ta journée type? Je veux tout savoir. Vers laquelle tu te lèves, vers routine. Et tout ce qui se passe au milieu. Alors, évidemment, ce serait dur de dire qu'il y a une journée type parce qu'il n'y en a pas trop, mais c'est vrai que une semaine type. Il y a des trucs constants, genre là, tu vois, une fois que, l'émission sera finie, j'irai tourner mes actus du jour. C'est ça que je fais au quotidien du lundi au vendredi. Je pense que c'est d'ailleurs un truc qui cadre un peu mes journées et qui fait qu'il y a une forme de rythme. Ça prend combien de temps à tourner ça? Ça me prend en vrai entre tout, le simple tournage, ça peut être assez rapide, en une demi-heure, normalement c'est fait. Après, il y a tout le taf de préparation éditoriale avec mon équipe qui prend plus de temps. Je sais pas, je dirais que... Je sais pas, c'est dur de dire, mais c'est une bonne partie de l'après-midi. Franchement, c'est une bonne partie de l'après-midi. Et surtout, ça peut évoluer avec l'actualité. C'est-à-dire que tu peux avoir parfois des infos qui tombent en dernière minute.
retourner des choses. Ah ouais. Ça arrivait, là, Macron a présenté son bilan, son programme assez tard. Il y a forcément des choses à ajouter. Mais ça, au moins, c'est un truc qui est un peu constant, qui prend quand même une bonne partie de ma journée. Et- Auquel tu ajoutes le tournage des TikTok. Ça, c'est quand même plus rapide parce que c'est plus court aussi, donc ça, Ouais. ça va quand même plus vite. Auquel tu ajoutes, là, le mercredi, j'ai mon émission Mashup qu'on fait chaque semaine sur Twitch qui me prend quand même pas mal de temps parce qu'on a des invités et tout, donc il faut bien soigner le truc et c'est des sujets aussi qui sont assez gros, quoi. Donc, franchement, j'ai pas de journée type, mais c'est vrai qu'il y a, je dirais peut-être 30 à 40% de mon temps qui est aujourd'hui, peut-être 30% de mon temps qui est sur de l'aspect vraiment journalistique, ce travail-là au quotidien. Et parfois, c'est plus. Là, quand j'ai fait les interviews des candidats, c'était quasi 100%, mais 30% de ça, 30% d'un taf de. Je dirais pas de représentation, mais c'est tous les trucs où typiquement, de pouvoir être ici, ça prend forcément du temps. D'être tout ce taf-là, ça peut prendre aussi du temps. Et après, il y a tout le taf de développement de projets. Genre là, par exemple, on est en train de monter une boîte de prod pour aller faire des formats plus longs. Et il y a tout un taf à organiser derrière, de recrutement de personnes, de chaînes ou de plateformes qu'on va aller contacter. Enfin, ça fait que c'est aussi 30-40% de mon temps. Donc c'est une répartition entre ces trois trucs-là et au fil des journées, au fil des semaines, ça fait évoluer, quoi. Ça fait des journées bien remplies. Un Merci en tout cas de prendre ton temps pour mais avec venir plaisir. ici répondre à nos questions. TPK a préparé une interview spécialement pour toi. Le principe est très simple, une série de questions très rapides. Tu vas aimer deux réponses à ces questions. Tu réponds soit l'une soit l'autre en fonction du feeling et de ce que tu ressens lorsque TPK te pose la question. Je t'en prie, mon très cher. Oui, il faudra choisir entre deux mots. Ok. Actu ou pas d'actu. Très bien, donc il faudra choisir entre ces deux mots. Du coup, Ah ouais, c'est simple, hein. C'est simple, c'est très simple. Donc je vais là, te tu poser- vas me dire des choses, je vais choisir entre actu et C'est pas ça, d'actu. je vais te Voilà. poser 15, Ok. 15 Tu réponds actu, questions pas d'actu. et au tac au tac, tu me dis actu, pas d'actu, pas de justification. Ok. On s'en fout. Mais Le ok. but, c'est de répondre. C'est Ok, ça. je vais essayer Ok. de. On va voir si. Ok, très bien. Très bien. Je sais pas dans quoi je m'engage, mais on va. Oh, tu sais, ils me disent souvent ça et à la fin, ils Oui. repartent avec un joli sourire. C'est pas dur, t'inquiète. C'est pas vrai. Chloé, j'espère que t'as pour moi une petite musique de suspense. Ah, Il y a bien un sûr. temps limité ou c'est quoi le. Non, non, non. Non, mais ouais, Ok, c'est genre, je- c'est rapide, chronométré, là. Moi, j'attends- Chronométré. J'attends juste la musique de suspense parce que. Voilà, merci. Elle est bien. Tu peux toujours faire confiance à Chloé, qu'on embrasse. La pouf souffle, on rappelle. Bien sûr. C'est parti, mon cher Hugo. Première question. Faire du journalisme sur Internet aujourd'hui, c'est d'actu ou pas d'actu? Ah, c'est d'actu. Attends, c'est actu ou d'actu? Actu ou pas c'est- d'actu? oui, c'est Tu peux d'actu, mettre oui. un D apostrophe devant. Moi, dépendamment. je me permets. Bon, attends, Bien je fais des petites sûr. dingueries. On joue avec les mots. D'actu, très bien. Tu manies la langue, tu recoules. Bon, quand tu étais petit, tu voulais faire de l'actu ou pas d'actu? Ah, c'est de l'actu, on l'a Ah. dit de l'actu, ouais, clairement. Mhm. Le Covid, c'est encore d'actu ou pas d'actu? Ouais, malheureusement, oui. Moins, mais malheureusement, encore un petit peu d'actu. D'actu. Est-ce que le Harlem Shake, c'est Non, d'actu plus ou trop pas d'actu. Mais c'est marrant parce que ça ouais, ressort, c'est vrai, ça ressorti sur existait, ça. TikTok. Les gens commencent à ressortir des trucs qu'il y avait sur Vine ou même en général sur d'autres réseaux sur TikTok et le Harlem Shake en fait partie. Je crois que c'est plus trop d'actu, mais ouais. Ça va reprendre. Peut-être de retour. J'ai vague souvenir de moi au collège. Oh là, oh là. Le Ice Bucket On a la Challenge. vidéo, d'ailleurs. Et elle est là. On va tout sortir. Laissons ça dans le cercueil. Tu penses que les journalistes TV pensent que tu fais de l'actu ou pas d'actu? Non, aujourd'hui de l'actu, je pense globalement. Ouais. D'ailleurs, devenir journaliste à la télé, vraiment la télé câble hein, pour toi, c'est d'actu ou pas C'est d'actu? pas d'actu. J'ai eu des propositions là pour la présidentielle et tout, mais j'ai tout refusé parce que je voulais me concentrer sur ce que je fais sur la chaîne. Et en vrai, c'est pas que je refuse en soi de le faire. Je pense que ça peut être intéressant. Le tout, c'est d'arriver à trouver des choses qui correspondent à ce que je veux faire, quoi. Donc en fait, j'accepterai jamais des projets qui m'empêchent de faire ce que je veux faire sur Hugo Décrypte, c'est le premier truc. Et j'accepterai jamais de faire des projets qui me transforment dans le sens qui me placent dans une posture où je sais pas, je vais avoir un ton, un truc qui n'est pas mon ton à moi. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai aussi aujourd'hui Hugo Décrypte, donc j'ai pas d'urgence ou quoi. Travaille des pour choses en télé, Bolloré. quoi. Ouais. De quoi? Travaille pour Bolloré. Non. Ouais, pour Bolloré. Il y avait eu des tweets comme ça. Pas d'actu. C'est pas ouf, effectivement, on avait dit pas de justification, mais c'est intéressant ce Ah oui, qu'il pardon, dit. oui, je Oh. peux Non, développer. mais, non, mais c'était Allez, C'est c'est intéressant. c'est intéressant. La victoire du Paris Saint-Germain, c'est d'actu ou pas d'actu? C'est pas d'actu visiblement, mais c'est pas grave. Hein, c'est... T'es plutôt Joule ou Booba? mais ça c'est pas d'actu. Là, on a changé de jeu là. C'est pas d'actu, très bien. C'est pas d'actu. C'est pas d'actu. Non, mais plutôt Joule. J'écoute plus de Joule en ce moment quand même. Il répond quand même. Bah Il a oui, rien faut. compris aux règles. Ils ok. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre Lunch Play. Aujourd'hui, nous recevons Hugo Décrypte, personnalité du monde de l'Internet, avec qui nous reviendrons sur son prochain livre autobiographique nommé « J'opterais bien pour une salle de bain italienne, mais c'est pas... »
Ah, c'est pas d'actu, pardon. Bien sûr, c'est pas Waouh, d'actu. j'ai- Les j'ai- fake news, les fake news sur Twitter, c'est d'actu ou pas d'actu? Ah bah ouais, il y en a, c'est plutôt... Ça existe, ouais. C'est d'actu du coup. C'est d'actu, évidemment. Pour toi, s'appuyer d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour combattre les fake news, c'est d'actu ou pas d'actu? Ah, c'est d'actu. C'est là qu'il y en a aussi, pas que, mais c'est là qu'il y en a, donc c'est là aussi que c'est important de faire ce travail-là. Tu es présent sur TikTok, tu considères que ce réseau social est d'actu ou pas d'actu? Bon, bah, d'actu plus que jamais, mais c'est... Bon, je vais pas me justifier, mais oui, évidemment d'actu. Et c'est... Bon, on parle Moi, après. je passe plus de temps sur TikTok. Au passage, c'est fou de se dire que... Enfin, je sais pas si vous êtes sur TikTok ou quoi, mais je passe plus de temps peut-être sur TikTok que sur un Insta, peut-être aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de gens. Et ça s'est fait en à peine 2 ans. Tout à fait. Je trouve ça Complètement. fascinant. Enfin, il y a un Ouais. truc où vraiment... et j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. C'est monté. Je sais pas. Mais ça s'est fait de plus en plus vite. Et je trouve ça fascinant. Voilà. Analyse Juillet. moyenne, mais que je vous lâche comme ça. Je suis absolument d'accord avec toi. Alors, TikTok, c'est d'actu, mais du coup, MySpace, c'est Non, d'actu c'est ou pas d'actu, pas pour moi en tout cas. Rendez-nous MySpace. J'entends beaucoup nos aînés dire que les jeunes ne Tu veux rien lisent... dire au passage, Ou- juste les jeunes, mais oui. Ouais, les jeunes ne lisent ou n'écoutent pas les infos. Est-ce que c'est d'actu ou pas d'actu? Bah, pas d'actu parce que les jeunes s'intéressent à l'actualité et au passage, ouais, c'est vrai que ce truc, les jeunes, ça veut un peu tout rien dire. Les Il y a jeunes. plein de jeunes qui regardent la télé, il y a C'est plein vrai. de jeunes qui regardent Twitch, il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas Twitch et ça vaut pareil pour les centres d'intérêt. Mais il y a un intérêt des jeunes pour l'actualité, ça je C'est vrai. suis D'ailleurs, certain. si dans le chat vous ne connaissez pas Twitch, manifestez-vous évidemment. Au final, tu te considères comme un journaliste d'actu ou pas d'actu? Ah, d'actu, oui, oui, c'est clairement d'actu. 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 Ah, merci beaucoup, mon cher. Merci. Hugo. Merci beaucoup Hugo Décrypte de t'être prêté à l'exercice. Merci beaucoup TPK pour cette interview ping-pong. Finalement, beaucoup d'actu quelque part. Beaucoup dans- d'actu, dans hein, toute- pas mal en ce En moment. dessous de cette histoire, intéressant ce que tu dis sur TikTok et la montée de tout ça. Si bien ça peut monter très rapidement, qui sait, ça peut aussi s'inverser très rapidement. Ouais. Les choses, Ouais. et le vent tourne tellement vite Bah, en ce moment. Vine qu'on a vu, qui est l'ancêtre de TikTok, qu'on a Ah, vu oui. disparaître assez brutalement. Peut-être un des réseaux actuels qu'on verra peut-être disparaître Bah, aussi. C'est vrai, Vine. Ouais. Après, Vine, on te ça, salue. ça a disparu parce qu'ils n'avaient pas monétisé surtout. Mm. Ils avaient plein de bases de mecs qui envoyaient des milliards de vidéos, c'était trop bien. Et ça a puis, lancé Ouais. plein de. ils arrivent pas à ça monétiser. a lancé plein de. Ah, ça a lancé profils des et plein de carrières. personnes et il reste dans nos cœurs. Et par ailleurs, en vrai, en termes d'évolution, quand ils pensent, YouTube par exemple, moi, le simple fait de me dire que moi, ça fait plus de 6 ans que je suis sur YouTube, enfin, rien que pour moi Vieux. en tant que YouTubeur, ça me paraît super long, 6 ans. Ouais. Et YouTube en tant que tel, ça fait plus de 10 ans qu'on regarde tous 10 YouTube. ans, ouais. Mhm. C'est massif quand même. Enfin, Très, ouais. on est déjà sur des Ouais. temporalités qui sont assez ouf et je pense pas que YouTube va disparaître demain. Donc c'est, il y a Non, quand bah, même des choses qui restent. surtout que le push des YouTube Shorts est vraiment très efficace. Enfin, je le vois. Sur la tendance. Mais alors, ça surfe sur la tendance, mais clairement, c'est d'une efficacité à toute épreuve. Mis en avant justement. TikTok, tu recycles pour Shorts, pour Instagram. On a une chaîne YouTube, on met juste des shorts. Après, on fait des shorts aussi sur notre chaîne YouTube des actus du jour. Et en général, ouais, non, sinon c'est des contenus qui sont séparés. Mais shorts et TikTok, oui, forcément, c'est le même contenu. Donc, Ouais, c'est normal. Ouais, On va normal. continuer l'interview avec toi, Sunday. Oui, on a Ah, vous parlé. êtes fort, un vous arrivez à peu trouver de les trucs en TikTok. 2 secondes. Ah, Très c'est fort. la Non, régie, mais c'est j'ai dans- dit, Ils sont Nous très, aussi, on a très un chef forts. d'aide, À peine, j'en ai tu sais, parlé qui que- fait aussi PC Régie. On l'appelle l'homme couteau suisse. Très fort. On l'appelle le boss. Du coup, tu nous as parlé un peu de TikTok, de YouTube, d'Instagram, de plein de réseaux. Et on est actuellement sur Twitch. C'est le réseau dont on va parler un petit peu. Tu as lancé récemment ton émission Mashup. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, nous parler un petit peu du concept et puis comment ça t'est venu de lancer ça? Parce que tu étais déjà sur Twitch avant, mais Ouais. là, tu as fait vraiment quelque chose d'assez abouti. Ouais, avec plaisir pour en parler. Moi, ça faisait longtemps que je kiffais faire des choses sur Twitch, même si je l'avais fait par-là. C'est-à-dire que moi, j'avais lancé ma chaîne Twitch en 2020. Je suis passé pas mal de fois dans Popcorn aussi. J'avais eu 2-3 trucs par-là. Et en fait, ce que je kiffais ce que je kiffe encore sur le côté live, c'est le côté spontané. Quand t'es youtubeur, ça beaucoup de youtubeurs peuvent vous le dire, c'est forcément plus écrit, c'est plus scripté, t'as le montage, t'as un truc qui fait que t'as moins de côté spontané dans les choses. Et en fait, ça me frustrait parfois. Tu vois, dans les actus du jour, par exemple sur YouTube, bah forcément c'est très scripté quoi. Dans le cas de Twitch, on est dans un cadre qui est bien différent et que j'aime beaucoup. Par ailleurs, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la télé, mais en fait surtout pour la radio parce que je sais pas, Ouais. c'est ce que j'aime Ouais. et ce qu'on fait d'ailleurs là dans notre émission Mashup, moi je le vois comme quelque chose qui peut se regarder mais qui peut aussi s'écouter parce que là pour faire simple le principe c'est de revenir sur l'actualité du moment. En ce moment c'est beaucoup d'actualité politique. On a fait pas mal de choses différentes d'ailleurs sur les formes de la première partie. Un coup c'était avec des créateurs, un coup c'était avec des invités exclusivement des chercheurs, des journalistes ou autres. C'est ce qu'on fait là depuis quasiment un mois où en gros on prend 2-3 grands sujets d'actualité
on invite des gens qui sont experts sur ces sujets-là et on en parle et on répond à un maximum de questions dessus. Et donc ça, c'est la première partie qui fonctionne comme ça. Et la seconde partie, c'est un format d'interview culturelle que je voulais faire depuis longtemps. En fait, de revenir sur un peu les points de bascule de différentes personnalités. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de revenir sur les moments qui peuvent être d'ailleurs le fruit du hasard, de rencontres, de succès ou d'échecs, pour comprendre qu'est-ce qui fait que telle ou telle personne est là où elle est aujourd'hui. Et l'idée, c'est pas du tout d'être dans un truc en mode waouh, regardez, cette personne, elle a réussi, faites comme elle. Mais au contraire, c'est plus de comprendre aussi les failles de tout le monde. Et je pense qu'il y a des enseignements à retirer pour tout le monde. Et donc, on a eu des Pierre Gasly, Oshi, pas mal de Théo Curin, Eva Queen, il y a pas longtemps, pas mal de gens ces derniers jours qui sont venus, qui se sont prêtés au jeu comme ça, d'un format en live. Et c'était cool. Finalement, c'est pas du tout une émission où tu partages tes idées et tes opinions. Non, et c'est pas l'objectif. Je pense que C'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Non, c'est-à-dire qu'après, ça peut m'arriver de le faire sur certains sujets quand vraiment ça me tient à cœur et je sais pas, sur des sujets environnementaux ou sur certains sujets, je peux le faire. Maintenant, je pense que les gens attendent pas ça de moi et même moi, c'est pas ce que je considère que c'est pas le plus pertinent. Je pense que là où je suis le meilleur et où je suis le plus utile, c'est en faisant le travail que je fais au quotidien et mon opinion en soi. Déjà, je sais qu'elle évolue sur des sujets parfois assez rapidement. Par ailleurs, voilà, je suis pas sûr que ce soit le plus utile, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, c'est toujours, quand on décrypte l'actualité, parfois, on apprend en école de journaliste de jamais donner vraiment son avis, d'ailleurs, en émission à la base. Donc, c'est quelque chose aussi qui évolue avec le temps. Sunday ? Ouais, tu nous as dit YouTube, du coup, Twitch par rapport à YouTube, l'avantage c'est quand même que c'est plus spontané. Mais c'est quoi le plus gros obstacle auquel tu t'es confronté quand tu as lancé justement Mashup ? Franchement, il y a eu déjà une grosse phase de préparation d'un point de vue plus technique parce que on a tout. Là, on tourne cette émission-là et d'ailleurs tout ce qu'on fait aujourd'hui au sein de nos propres bureaux. Et ça a été du coup tout un taf d'installation, d'un décor, de trucs qu'on n'avait jamais fait. Enfin, avec mon équipe, c'était une première. D'ailleurs, big up à Julien, il regarde ce live qui a beaucoup bossé là-dessus. Vraiment, on avait un open space, un bureau vide, sans rien. Et on s'est dit, vas-y, là, on va faire un studio de tournage pour notre émission Twitch chaque semaine et toutes les autres vidéos qu'on va faire par ailleurs, d'interviews, de machin. Et donc là, c'était un énorme travail de préparation. Il y a aussi des choses où le côté live, ça fait que tu dois venir forcément préparer parce que tu peux pas. Faut être bien concentré. Nous, on a eu quand même des sujets très lourds à traiter ces derniers jours, évidemment avec l'actualité. Et encore là, il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, on a eu un témoignage de quelqu'un qui est à Kharkiv, donc une ville en Ukraine qui est sous les bombardements en ce moment. Pendant l'interview, littéralement, on entend des bombardements juste à côté. Donc, c'est le genre de truc où en direct, autant une vidéo YouTube, t'as pas à gérer ça, autant en direct, tu dois savoir gérer ce genre de situation quand tu es avec des invités, quand tu es avec à tout point de vue, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, on va dire. C'est Ola, du coup, qui maintenant est en France, mais qui est une étudiante ukrainienne qui était à Kiev et qui chaque semaine nous racontait ce qu'elle voyait. Ça, c'est quelque chose de nouveau, mais j'aime aussi ce côté spontané-là pour ça et pour vivre des choses ensemble. Et donc, ouais. Surtout que ça offre un temps qu'on n'a pas forcément en télé. J'ai regardé justement, elle était dans le métro, il me semble, et vous prenez les directs. Et justement, tu as ce côté, tu es en live, tu es en direct, tu sais pas si ça va tenir, si ça va couper, tu sais pas si... tu as un incident, tu sais pas si tu dois continuer à prolonger la conversation avec la personne, faire une pause et revenir donner des nouvelles après. Comment tu as réussi justement à t'adapter sur ces nouveaux formats? Parce que tu venais de YouTube où c'était du froid. Ouais. Là, c'est chaud. Je pense que tu apprends sur le tas. Après, il y a eu beaucoup de choses. J'avais déjà fait quand même des lives sur Twitch beaucoup avant. Donc, il y avait des choses que j'avais eu l'occasion d'avoir. Mais en vrai, ce qui est drôle, c'est que c'est des choses où tu... mais je sais que quand j'étais plus jeune, quoi, que j'étais je sais pas, au collège-lycée, j'allais souvent... en fait, quelquefois, par exemple, je suis allé assister à des émissions en télé, tu vois, et télé ou radio, parce que ça m'intéressait et je voulais voir comment ça se passait. Et je me souviens que quand j'allais voir ces émissions-là, je passais mon temps à, tu vois, je me souviens que c'était quotidien, je crois que j'étais allé voir et je voyais le prompteur et j'essayais de lire le truc. Alors, est-ce que j'arrive, tu vois? Et je sais pas, et même, tu vois, quand je regarde, que ce soit de la télé ou même des lives sur Twitch ou des machins, je sais que j'ai ce truc un peu bizarre, une forme de déformation normal. Je regarde parce que ça m'intéresse, mais je regarde aussi plus d'un côté pro de putain, comment il ou elle fait ça. Et du coup, je pense que ça vient au fur et à mesure. Et non, franchement, je suis grave content de comment ça se passe. Pour moi, ça me permet d'avoir un cadre aussi où on prend le temps parce que c'est genre 30-35 minutes par sujet. Et c'est d'ailleurs marrant parce que c'est parfois une caricature qui est faite par. Y compris par des médias ou autres qui sont en mode genre ouais mais Hugo Décrypte c'est quand même beaucoup de formats courts et je suis en mode genre alors oui on fait des formats courts mais en fait c'est mal connaître tout ce qu'on fait parce que quand on fait des interviews des candidats c'est 35-40 minutes, quand on fait là c'est 35-40 minutes par sujet, enfin on prend le temps sans parler des reportages et tout donc voilà quoi.
Justement, ces interviews de candidats que tu as fait, ça a dû demander à la fois une très grande préparation. Tu as voulu voir tous les candidats. On est d'accord que tu n'es pas assujetti au CSA ou au temps de parole des candidats. Comment est-ce que tu régules du coup le temps de parole? Tu le fais toi-même en ton âme et conscience parce que tu penses que c'est le plus juste ou, eh bien, on va dire, parlent comme ils peuvent avec le temps qu'ils peuvent chacun? Non, alors là, chacune des interviews des candidats fait entre 30 et 40 minutes globalement, et c'est le même nombre de questions. Après, on a aussi des vidéos de décryptage des programmes que vous voyez là actuellement, où c'est là une dizaine de minutes par candidat. Comment ça s'est fait? Moi, il y a quelque chose, c'est qu'en 2017, j'avais fait des vidéos pareilles, mais alors j'avais beaucoup moins de moyens. Et en fait, j'avais pas les moyens de faire une vidéo de décryptage de tous les candidats. Alors les interviews, déjà, c'est clair que je pouvais pas les faire parce que même eux n'étaient pas forcément intéressés. Mais les décryptages des programmes, j'avais pas moyen de faire genre la dizaine de vidéos qu'il fallait faire parce que j'avais mes études, je montais mes vidéos, enfin bref, c'était pas évident. Ouais. Et du coup, j'avais fait l'erreur, je dis bien l'erreur, de faire une vidéo où j'avais fait genre les 5 gros candidats, donc les Macron, Le Pen, machin. Et j'avais fait une vidéo où j'avais les autres candidats qui étaient plus petits. Et l'erreur à ce point de vue. Les hatières, les métières. Comme a dit Ken, t'as fait une tier list. Aïe. Exactement. Et en fait, bon, c'était, moi, je sais qu'à l'époque, je le faisais parce que faute de moyens, juste j'étais tout seul sur ma chaîne, j'avais pas moyen de faire 15 vidéos pour tous les candidats, c'est juste impossible. Donc je me suis dit, je vais faire ça, c'est peut-être mieux que rien, et voilà. Sauf que je me suis pris, à juste titre, un backlash en mode. Mais les gens savent pas ça, du coup. Que c'est pas ça. le temps. Ou... Bah, et moi, tu vois, j'avais beau, je sais même pas, je l'avais dit, mais ouais, en tout cas, je m'étais fait. Et ça se comprend, tu vois. En fait, c'est ton audience qui est ton organisme de contrôle, finalement. Bah, franchement, ouais. C'est son CSA, lui, ouais. C'est plus le CSA aujourd'hui, on me dit, hein, c'est l'ARCOM. C'est l'ARCOM, ils ont changé de nom. Mais du coup, là, pour la présidentielle, c'était évident qu'on allait interviewer tous les candidats. Et on s'est fixé cette règle de dire, bah, on va interviewer les candidats qui ont leurs 500 parrainages, en se disant que bah, ça fait déjà une grosse dizaine d'interviews à préparer. Et c'est énorme pour nous en termes de taf. Pareil pour les vidéos de décryptage des programmes où là du coup on les sort en ce moment. Et sur le temps de parole, donc c'est entre 30 et 40 minutes. C'est pas parfait parce que forcément nous c'est un peu, on peut pas. Alors, il y a des interviews en fait on tourne plus long et du coup on est obligé de réduire un peu pour permettre cette égalité de temps de parole et on fait en sorte juste que ça déforme pas les propos et que le truc général reste le même et ça fait qu'il peut y avoir 2-3 minutes d'écart mais globalement c'est le même truc quoi. Alors que ce soit chez toi ou chez Jean Massier, les interviews des politiques ont de plus en plus de succès, même sur Twitch qui est pourtant on va dire une structure dont la communauté est assez imperméable à la politique de prime abord. On voit que les audiences sont excellentes en tout cas sur ces émissions-là. D'un point de vue des candidats, d'un point de vue des politiques, est-ce que eux considèrent encore YouTube, Twitch, ces nouveaux médias comme étant un peu mumuse quand ils vont te voir? Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont voir Squeezie? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils prennent vraiment au sérieux pour toucher le public? Je pense qu'aujourd'hui, ils le prennent au sérieux, franchement, mais je le vois dans les retours qu'on a eus. Et d'ailleurs, ils sont conscients de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Alors, c'est pas le cas, certains découvrent un peu le truc sur le moment et après ils se disent « Ah putain, on a parlé de programme pendant 30-40 minutes, c'est pas ce que j'attendais en allant sur YouTube. » Mais en réalité, globalement, aujourd'hui, ils en sont franchement conscients. Ils savent aussi que, bah oui, évidemment, c'est pas le même public que le public qu'ils pourraient avoir en étant à la télévision, en étant sur autre chose. C'est là aussi où nous, on a une responsabilité dans le travail qu'on fait avec les candidats et dans l'approche qu'on a. D'ailleurs, pour bien expliquer comment ça se passe, les candidats n'ont pas accès aux questions avant les trucs, avant les interviews. C'est des choses qu'ils découvrent sur le moment, mais globalement, franchement, ils sont pas relous là-dessus. Ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Nanix. Oui, Hugo, c'est quoi le sujet que tu as eu le plus de mal à décrypter, dans le sens à rendre le plus abordable, celui qui t'a pris peut-être le plus de temps, ou le thème était trop complexe à rendre clair? Il y a un sujet que je trouve assez paradoxal, c'est la question de l'environnement, parce que à la fois on entend que c'est important, tout le monde va en parler. Là, il y a le rapport du GIEC, donc un rapport par des experts sur le climat est sorti il y a quelques jours. Tout le monde est en mode c'est scandaleux qu'on n'en parle pas. Ouais, déprimant ce rapport. Un gros rapport, mais vraiment ultra alarmiste. Et on a des retours de plein de gens qui disent c'est pas normal, on n'en parle pas et tout. Et en fait, ce qui est très frustrant, c'est que quand on en parle, c'est pas du tout les sujets qui intéressent le plus, en tout cas en termes d'audience pure. Alors on a plein de gens qui nous remercient d'en parler et nous-mêmes on sait que c'est important de le faire, donc on le fait et on continuera à le faire, mais c'est très, très paradoxal parce qu'on voit que c'est pas les sujets qui
de fait, en tout cas, visiblement intéressent le plus parce que c'est pas les sujets qui, entre guillemets, font le plus de vues. Donc heureusement, nous, on n'a pas ça comme critère de genre faire les sujets qui font le plus de vues parce que sinon, on parlerait jamais d'environnement. Enfin, même là, il y a plein de sujets qu'on traiterait pas. Mais c'est du coup, nous, un enjeu de se dire, mais merde, c'est un sujet qui est tellement important. On voit que parfois, les gens peuvent se dire, vas-y, c'est bon, encore un rapport sur le climat, on en a marre. Donc il y a un vrai défi de se dire, comment est-ce qu'on approche ce sujet-là pour le rendre intéressant et pour faire comprendre à quel point c'est important. Et je pense que c'est le plus dur au final parce que t'as un vrai décalage entre ce qu'on entend, le côté il faudrait parler plus du climat et en fait, le vrai enjeu à bien en parler. En fait, les gens en ont conscience mais ils ne se sentent pas concernés. Et je pense que les gens attendent qu'on les contraigne finalement. Je sais pas. Nous, dans tous les cas, on va continuer à en parler, on va continuer à le... C'est pas un défaut de vulgarisation, c'est un défaut d'intérêt dans ce cas. Je sais pas. Et en même temps, je dis ça, mais quand on demande à des jeunes ou même à des moins jeunes en termes d'études, les sujets qui les préoccupent le plus, l'environnement est très très haut. Les jeunes, souvent. Donc il y a un vrai truc. Donc c'est pas évident, tu vois. Et après, ça a des vraies réflexions plus larges où, tu vois, dans la façon d'intéresser aux sujets environnementaux, tu as le décryptage, l'explication qui est un truc, mais tu as d'autres personnes qui en parlent par le biais, par exemple, de la fiction. Et je trouve ça marrant, tu vois. Un film comme Don't Look Up, je sais pas si vous l'avez vu ou même ce que vous en avez pensé, mais c'est un film qui, d'une façon ou d'une autre, fait parler d'un sujet environnemental. Là, il y a Goliath en ce moment au cinéma, je sais pas si vous l'avez vu, qui est vraiment, vraiment excellent au passage, avec Pierre Ninet et Lelouch, qui est un excellent, excellent film. Qui parle de la question des pesticides et du poids des lobbies en France. C'est un excellent film et c'est peut-être, je sais pas, mais c'est peut-être plus efficace pour parler de ce sujet-là qu'en fait un décryptage, ou une vidéo, ou un documentaire ou un machin, parce que c'est bien écrit, c'est bien amené, ça fait passer quand même un message. Et c'est des vraies réflexions que j'ai. Et même d'ailleurs, nous, la boîte de production là, qu'on est en train de monter, on la monte aussi à moyen terme dans l'idée de se dire peut-être qu'à travers la fiction, on peut aussi sensibiliser ou informer sur des choses. Et voilà, c'est des petites... Ah oui, donc c'est pas forcément pour produire du documentaire ou des documentaires. Ah si, d'accord. Aujourd'hui, si, mais vraiment à moyen terme et assez rapidement, et même selon les opportunités ou les projets qu'on aura, je sais qu'au sein de l'équipe, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'idée d'aller même sur la fiction, s'il faut, sur certains sujets, quand ça s'y prête et quand c'est pertinent. Et donc, moi, ça me fait kiffer aussi d'aller là-dessus, quoi. C'est des problèmes, c'est des sujets difficiles. C'est à la fois pas dans l'instantanéité, c'est à la fois pas dans la localité, c'est quelque chose tellement flou. Je comprends qu'il y ait une volonté de foutez-nous la paix, on a compris avec votre environnement. De toute façon, on va tous crever. C'est ça. Hugo, tu as fait du coup des vidéos, tu as fait de la radio, tu as monté une agence de talent. Tu nous évoques là peut-être de la fiction. Est-ce qu'il y a un média sur lequel tu aimerais bien te lancer qui te fait de l'œil encore ? C'est le moment de l'exclu. Il y a une exclu. Là, c'est le moment. Si tu veux drop l'exclu. Non, mais j'ai parlé de Snapchat tout à l'heure. J'en ai même pas parlé ni sur YouTube ni sur Insta pour l'instant. Donc faut qu'on Vous avez votre exclu en fait. Voilà, on est sur Snap maintenant. Non, c'est cool. En vrai, on va faire là pour l'instant, c'est beaucoup de remise en page, on va dire, de contenu qu'on fait sur tous les réseaux, mais adapté à Snap. Tu t'adaptes en fonction des réseaux, en fonction de l'audience que tu as. Tu saurais me dire où est l'audience la plus jeune un peu sur tous les réseaux sociaux que tu as ? TikTok, très clairement. TikTok, très clairement l'audience la plus jeune. Insta, YouTube, c'est dur de dire. Et même le podcast, j'ai peu de... Parce qu'on est beaucoup en podcast aussi... le format des actus du jour qu'on fait en Facebook, vous avez lâché l'affaire. Facebook, on s'y remet là dans quelques jours. Donc, très bien. Attention les boomers, on arrive. Comeback les boomers. Ça fait plaisir. Non, sinon, en termes de réseau, après l'idée c'est pas d'aller forcément partout, et c'est juste d'y aller dès que ça a du sens. Non, moi le format, vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est le format radio. C'est pour ça que ce qu'on disait, c'est que l'émission qu'on a à Mashup, en vrai, elle est suivie en live, mais elle est beaucoup suivie, même si on fait vraiment le calcul d'audience, même, elle est encore plus suivie déjà sur YouTube en replay. Parce que là, on peut faire 100, 150 000, 300 000 vues sur des replays. Et elle est vue, elle est aussi beaucoup écoutée en podcast. Et moi, j'adore la radio, le format audio en tant que tel. Et je pense que j'aimerais bien développer des émissions, des trucs en audio aussi. Tu as des podcasts de tous tes différents médias. C'est une volonté de proposer du coup plusieurs accès. Et en fait, c'est venu un peu naturellement parce que j'ai eu des je sais pas comment ça s'est arrivé, mais un jour j'ai reçu un message, je crois, ou un commentaire de quelqu'un sur YouTube qui me disait ouais, trop bien tes actus du jour, j'y regarde sous la douche.
Ils sont genre, mais de quoi il parle? Il regarde sous la douche. Ouais, genre, je regarde, c'est bah, possible. Je suis complètement je- coupable je- de ça aussi. Je lis mon feed France Info sous la douche tous les matins. J'ai vu cette vidéo sous la douche. Je suis très Merci cliente de merci ça. du téléphone waterproof. Et vraiment, non, mais dans ma tête, je me disais, mais attends, mais soit il y a une techno que j'ai pas, genre une tablette dans la douche qui existe maintenant avec Siri intégrée où tu peux. Ouais. Mais en fait, je me dis, c'est quoi ce truc? Ils sont à fond. Ouais, juste le son à fond. Et il écoute, ouais, il écoute des Et du vidéos. coup, j'ai eu un commentaire comme ça, et je sais plus, j'ai mis en story, j'ai vu qu'on avait en fait des centaines, enfin Ouais. des centaines Ouais, plus que ça, du coup, complètement. qui écoutaient Bah. ce qu'on faisait. Et je me suis dit, vas-y, bah, go le mettre en podcast, comme ça facilite Mise le truc. temps. Et- Moi, j'ai un plafonnier Bluetooth. Ah, bravo. Non. J'ai un plafonnier Bluetooth. Sa mère. Ah bah d'accord. Alors, écoutez-moi bien, c'est les beaux-parents qui sont arrivés, ils ont dit tiens, un plafonnier. Je suis du foot d'un plafonnier. Il dit non, non, attends, il y a un haut-parleur Bluetooth dedans. Je sais mais quoi. c'est Et quand t'allumes la C'est un lumière, truc pour les t'entends le saunas, ça. comme ça, tu sais, qui se connecte à ton Mais téléphone. attends, mais t'as une enceinte du coup dessus. Et du coup, j'ai une enceinte qui sort du plafond, ok. C'est trop bien. Et donc du coup, bah, je mets mes vidéos, mais genre, moi je suis un peu parano, donc tu sais, je mets pas face écran Ouais. parce que tu sais, il y a la petite caméra, j'ai pas envie qu'on voit mon zizi, tu vois. Donc, Oh. je retourne et j'écoute du coup. Et ben moi sous la douche, je suis en train de me frotter avec mon plafonnier Bluetooth, mon gars. Moi, je partage C'est trop tout, stylé. Je partage tout au Batman. Moi, je m'en fous. Nanix. Incroyable. C'est quoi le défi que tu n'as pas encore accompli, que tu rêves de réaliser, à savoir une interview, la personnalité que tu aimerais avoir en face de toi, ou peut-être parce que tu as fait Match-Up, donc je pense que à peu près le concept d'émission que tu souhaitais faire, t'es en plein dedans, mais Ouais. vraiment la personnalité ou l'interview, le face-à-face, le one-to-one. Je pense que ce sera des personnalités à l'étranger que j'aimerais bien faire. Je pense typiquement un ancien chef d'État américain, je trouve ça intéressant à aller. Du Barack Obama en Oh, j'aime promotion. ça. Genre, Barack voilà. Qui passe par là. Ce serait fou. Alors je dis ça évidemment en sachant que c'est ultra difficile, mais ça fait partie des trucs qui seraient pour moi super intéressants. Je pense qu'il y a par ailleurs aussi des personnalités plus du monde de l'entreprise, j'allais dire, mais genre des entrepreneurs, tu vois, même des gros qui soit dont l'histoire, soit dont même les sujets aujourd'hui sont importants. Tu vois, quand tu es Ouais. le patron d'un Google ou même d'une boîte française, d'une grosse boîte française, tu as parfois un poids, et d'ailleurs c'est très critiquable et c'est l'objet de beaucoup de débats, mais un poids qui est plus important Mhm. que des chefs d'État, Mm. ou même que le chef d'État français. Je sais pas moi, un patron de Google, il pèse plus que énormément de chefs d'État de pays du monde, quoi. Enfin, c'est là où il y a c'est des gens qui méritent d'être interviewés et il faut avoir le C'est pour ça que tu vas sur Facebook, c'est pour faire le patron de Facebook, du coup. c'est une approche dessus. Non, mais voilà, je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire là-dessus. Et après, plus largement, c'est le côté moi reportage que je veux reprendre. Ok. Là, en ce moment, il se passe beaucoup de choses en Ukraine et on se pose la question de savoir alors, on pourrait pas aller en Ukraine parce qu'il y a plein d'autres formats à faire et ce serait juste impossible à tout point de vue. Et par ailleurs, il y a plein de journalistes qui sont déjà sur place, qui font Oui. un gros travail. Oui. Ouais. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet. Genre, tu peux pas Il y a t'imposer. les maintenant, c'est compliqué, il fallait les dès le début du conflit. C'est ça. Ouais. Donc il y a plein de journalistes qui font ce travail en Ukraine et ça, ce serait même pas utile qu'on y soit. Maintenant, ce qui se passe en Ukraine pose plein de questions. On parle de 3 millions d'Ukrainiens qui ont fui le pays. Ouais, Enfin, ouais. Et donc il y a plein d'enjeux derrière. Et ça, je pense que sur le terrain, il y aura plein de choses à aller couvrir. Et donc beaucoup de travail de reportage en fait que je veux développer dans les prochains jours, quoi. Justement, quasiment dernière question avant la fin. Comment on gère le vrai du faux aujourd'hui dans l'info? J'ai l'impression qu'on passe quasiment plus de temps à prouver que les choses sont fausses qu'à dire des choses vraies. C'est particulièrement dur en ce moment, et même pour nous en termes pas de charge mentale, mais de poids là-dessus, parce que déjà tu as la présidentielle où tout le monde est un peu tendu, et à juste titre, hein, parce que c'est un enjeu important, c'est une élection, il y a toutes sortes de candidats, et il y a un enjeu important là-dessus, et les gens sont très tendus parce que tu as des militants, tu as des gens qui ont leur soutien, leur machin, leur truc, et déjà ça fait qu'il y a un poids majeur là-dessus. Par ailleurs, dans le cas d'une guerre comme ce qui se passe en Ukraine, tu as des personnalités politiques qui juste balance des fausses infos. Alors que ce soit d'ailleurs des erreurs dans certains cas. Je sais qu'il y avait je sais plus, un ministre ukrainien qui avait partagé des avions soi-disant au-dessus du Oui. ciel ukrainien qui étaient en réalité issus d'un jeu vidéo. Donc c'était complètement faux. Mais par C'est la ailleurs, première fois que ça arrive en plus de c'est pas ça. pourquoi. C'est vrai que On en a on a marre. commencé à être rodé dessus. Mais donc, tu as ce genre de choses. Tu as aussi évidemment parfois juste des mensonges. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, dans sa rhétorique qu'il a aujourd'hui, il y a des choses qui parfois partent d'une partie de la réalité, d'une part de vrai dans le truc, mais qui est complètement manipulé pour Déformé. être quelque chose qui factuellement est faux. Tu vois. Et c'est là où forcément ça fait qu'il y a un gros travail dessus et ouais, c'est assez tendu, mais on fait le mieux possible sur le travail, quoi. Merci beaucoup Merci en beaucoup, tout cas c'est trop Hugo cool. d'avoir été notre invité.